Les somnifères? Inefficaces. J'étais allongé sur le dos dans notre grand lit, à fixer cette tache d'humidité au plafond qui ressemblait à un putain de doigt d'honneur. Ça ne m'étonnait même pas, hein? On aurait dit que la vie s'évertuait à me dire « va te faire foutre ces derniers temps ». Le côté de Jenna était froid. Vide. Et ce depuis 3 semaines. Chaque soir, le même refrain. Je travaille tard, mon chéri? Ne m'attends pas. Je suis Elliot Bishop, mais tout le monde m'appelle Ellie. J'ai 38 ans. Je possède une petite entreprise de déménagement, Bishop S Mover. Jusqu'à récemment, je pensais avoir un mariage plutôt réussi. Ma femme, Jenna, gère le Riverside Shopping Plaza, un de ces centres commerciaux en perdition qui se maintient tant bien que mal dans notre petite ville du nord de l'État de New York, Millbrook. La porte d'entrée a craqué à 23h47. Je connaissais l'heure exacte parce que j'avais regardé les chiffres rouges du réveil comme s'ils comptaient à rebours avant mon exécution. Les talons de Jenna claquaient sur le parquet où elle essayait de ne pas faire de bruit, mais elle était loin du compte. Elle a toujours été nulle pour se faufiler. Je l'ai entendu tripoter son sac à main, puis le bruit sourd de ses chaussures tombant au sol. La lumière de la salle de bain s'est allumée, l'eau a coulé pendant exactement 90 secondes. Sa routine habituelle quand elle essayait d'effacer les preuves. Les preuves de quoi? Je cherche encore. Elle s'est glissée dans le lit, dos à moi. A fait semblant de dormir en, 2 minutes. Mais je sentais à sa respiration qu'elle était bien éveillée, sûrement en train de fixer son téléphone sous la couette. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé dans le noir. Son corps s'est raidi. « Bien. Juste les habituels rapports de fin de mois. Ça doit être des rapports vachement prenants pour te retenir jusqu'à minuit. Tu sais comment c'est, Ellie. Le commerce ne dort jamais. » C'était gonflé, vu que la moitié des boutiques de son centre commercial étaient vides depuis 2 ans. Mais je n'ai pas insisté. Pas encore. Le lendemain matin, Jenna était partie avant mon réveil. Pas de café, pas de mots. Juste l'odeur persistante de son parfum. Un nouveau parfum que je ne reconnaissais pas cher. Beaucoup trop cher pour notre budget. J'ai conduit mon pick-up jusqu'à l'entrepôt où je gardais les camions de déménagement. Bishop S Mover n'était pas exactement un empire. Juste moi, mon employé Lou, et 2 camions déglingués qui tombaient en panne plus souvent qu'ils ne le devraient. Mais ça payait les factures et me tenait assez occupé pour ignorer les fissures grandissantes dans mon mariage. Lou Kowalski était déjà là, en train de fumer une cigarette et de lire la section sportive du Millbrook Gazette. Lou avait 52 ans, était bâti comme une armoire à glace et avait passé 5 ans à l'ombre pour vol à main armée avant de se ranger. C'était l'homme le plus honnête que je connaissais, ce qui en disait long sur le monde dans lequel on vivait. « T'as une de ces gueules » a dit Lou, sans lever les yeux de son journal. Merci pour la dose de réconfort. Je suis sérieux. Ça fait quand la dernière fois que t'as dormi? Le sommeil, c'est surfait. J'ai attrapé le presse-papier avec nos missions de la journée. On a le déménagement des Henderson à 9h, puis celui des Patel à 14h. Qu'est-ce qui te bouffe, Ellie? Et ne me dis pas rien, parce que je t'ai vu gérer des divorces moins déprimants que toi en ce moment. Lou n'avait pas tort. Dans le métier de déménageur, on voit pas mal de relations voler en éclats. La moitié de nos missions, c'était des gens qui séparaient leur vie en carton et qui les chargeaient dans des camions différents. J'avais développé un 6e sens pour les problèmes conjugaux, et ces derniers temps, ce sens hurlait à propos de mon propre mariage. Jenna a beaucoup de travail tard en ce moment. Lou a plié son journal et m'a jeté un regard, celui qui disait qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Le centre commercial, c'est ça? Là où le vigile bosse. Quel vigile? Damien Cross. Un grand type, qui se prend pour le cadeau de Dieu aux femmes. Il conduit ce 4x4 noir ridicule avec les jantes chromées. Mon estomac s'est noué. Comment tu le connais, Lou? Cette ville a 3000 habitants. Tout le monde est au courant des affaires de tout le monde. Et tout le monde raconte comment ta femme reste tard avec le chef de la sécurité musclé. J'avais l'impression d'avoir pris un coup de poing. Tout le monde raconte. Madame Falco, ta voisine, a appelé. Ma cousine Rita a dit qu'elle a vu ce 4x4 garé dans ton allée 2 fois quand tu n'étais pas là. Madame Falco avait 73 ans et passait ses journées à observer le quartier comme si c'était sa propre émission de télé-réalité. Si elle disait qu'elle avait vu quelque chose, elle l'avait vu.
Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Lou a écrasé sa cigarette. Parce que j'espérais me tromper. Et parce que je me suis dit que tu finirais bien par t'en rendre compte toi-même. Cet après-midi-là, après avoir terminé le déménagement des Patel, j'ai pris une décision. Au lieu de rentrer à la maison, j'ai conduit jusqu'au Riverside Shopping Plaza. Le parking était presque vide, juste quelques voitures éparpillées près des grandes enseignes qui tenaient encore le coup. La Honda argentée de Jenna était garée près du bureau de la direction, ainsi qu'un 4x4 noir avec des jantes chromées qui hurlaient le problème de compensation. Je me suis garé derrière une benne à ordures, là où je pouvais voir les fenêtres du bureau. Lou m'avait suivi dans le camion de déménagement, et il s'est garé à côté de moi. C'est probablement une mauvaise idée, a-t-il dit par sa fenêtre ouverte. Peut-être. On est resté assis là pendant 20 bonnes minutes avant que je les voie. Jenna est un type qui avait l'air de vivre à la salle de sport tout en muscles, bronzé au UV et avec l'assurance de ceux à qui on n'a jamais dit non. Ils étaient l'un contre l'autre un peu trop près devant la baie vitrée du bureau. Puis il a posé sa main sur le bas de son dos, et elle s'est penchée contre lui. Putain de merde, ai-je murmuré. Ils se sont embrassés. Pas un petit bisou amical. Pas un truc anodin. Un vrai baiser. Le genre qui dit que ça fait un moment qu'ils font ça. Le genre qui dit que mon mariage est fini, même si je suis le dernier à le savoir. Lou est resté silencieux un long moment. Et alors, tu veux faire quoi? J'ai regardé ma femme, après 8 ans, passer ses doigts dans les cheveux d'un autre homme, et quelque chose de froid et calculateur s'est installé dans ma poitrine. Je veux qu'il paie. Les jours qui ont suivi ont été un supplice. J'ai dû faire comme si de rien n'était pendant que mon monde s'écroulait autour de moi. Jenna continuait son petit jeu, rentrant tard, inventant des excuses, jouant à la femme aimante quand ça l'arrangeait. Mais maintenant, je savais ce qu'il fallait chercher, et les signes étaient partout. De la nouvelle lingerie dans la lessive. Des appels bizarres qu'elle prenait dans l'autre pièce. Des relevés de cartes de crédit avec des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Elle devenait négligente. Ou peut-être qu'elle s'en foutait complètement. J'ai commencé à creuser moi-même. Premier arrêt, chez Madame Falco. Oh, Ellie, a-t-elle dit quand j'ai frappé jeudi soir. J'espérais que tu passerais. Sa maison sentait le chat et le parfum de vieille dame. Elle m'a conduit à la fenêtre de la cuisine, qui avait une vue imprenable sur mon allée. Je déteste être celle qui te l'annonce, a-t-elle dit, mais j'ai vu des choses. Quel genre de choses? Ce pick-up noir. Il a été garé dans ton allée 3 fois ces 2 dernières semaines. Toujours quand tu es au travail. Et elle a fait une pause, l'air mal à l'aise. Je les ai vus à travers la fenêtre de ton salon. Ils ne jouaient pas aux cartes. Ma mâchoire s'est crispée. C'était quand la dernière fois? Mardi après-midi. Ils sont restés presque 2 heures. Mardi après-midi. Le jour où Jenna avait appelé, disant qu'elle allait chez le coiffeur. Encore un mensonge. Madame Falco, si vous voyez autre chose, appelez-moi tout de suite. Cette femme ne te mérite pas, Ellie. Elle ne t'a jamais mérité. Ensuite, il me fallait la touche spéciale de Lou. Avant d'aller en prison, Lou était, disons, techniquement doué. Il pouvait trafiquer un allumage, crocheter n'importe quelle serrure et apparemment pirater les relevés téléphoniques de quelqu'un. C'est probablement illégal, a-t-il dit, en branchant le vieil iPhone de Jenna à son ordinateur portable. Elle l'avait jeté dans le tiroir à bazar quand elle en avait eu un nouveau. Merci. Je croyais qu'il avait été formaté. Lou a juste souri. Peut-être ai-je acquiescé. Il lui a fallu 1 heure pour récupérer les messages effacés. Ce qu'on a trouvé m'a glacé le sang. Échange de SMS entre Jenna et quelqu'un qui s'appelle D. Jenna, trop hâte de te voir demain. Ellie sera sur le chantier Henderson toute la journée, clin d'œil chez toi ou chez moi. Jenna, chez moi. Plus confortable. Et j'adore le risque, clin d'œil, t'es incroyable. D, j'arrive pas à croire que tu perdes ton temps avec ce loser, Jenna. Jenna, plus pour longtemps. Faut juste que je règle les questions financières d'abord. Il y avait des tonnes de messages comme ça, qui remontaient à 3 mois. Mais le vrai trésor était une conversation de groupe entre Jenna et ses 2 meilleures amies, Sacha et Kylie. Sacha, alors, tu comptes le quitter quand? Jenna, bientôt. Damien me met la pression, mais faut que je sois maligne. Kylie, tu veux dire quoi?
Jenna, l'entreprise d'Ellie vaut plus qu'il ne le pense. Et il y a la maison. Si je m'y prends bien, je peux lui prendre tout. Sacha, t'es trop forte, larme de joie. Jenna, je suis enceinte. Mon cœur s'est arrêté. Kylie, oh mon Dieu. De Damian? Jenna, bien sûr que c'est de Damian. Mais Ellie ne le sait pas. Il croira que c'est le sien et ne se battra pas pour le divorce. Sacha, Jenna, t'es un génie. Je fixais l'écran, avec l'impression que j'allais vomir. Non seulement ma femme me trompait, mais elle prévoyait de m'arnaquer financièrement et de me faire élever l'enfant d'un autre. Mais il y avait une chose qu'elle ignorait. Lou, ai-je dit doucement, j'ai besoin que tu me rendes un service. Dis-moi. J'ai besoin que tu fasses saisir la voiture de Jenna. Saisir? Pour quel motif? J'ai co-signé le prêt et elle a 3 mensualités de retard. J'ai vérifié ce matin. Lou a souri. Maintenant, tu penses comme un criminel. J'aime ça. Ce soir-là, pendant que Jenna était à son club de lecture qui, je le savais maintenant, était le nom de code pour aller baiser avec Damian, Lou et moi, on a pris sa Honda. On ne l'a pas volée. C'était tout à fait légal. Mais quand elle est rentrée à minuit et qu'elle a vu que sa voiture avait disparu, ses hurlements ont dû s'entendre dans le comté voisin. Où est putain de voiture, a-t-elle hurlé, en entrant dans la maison comme une furie. J'étais assis dans mon fauteuil, en train de regarder les infos de fin de soirée. Quelle voiture? Arrête de faire l'innocent avec moi, Ellie. Ma Honda était dans l'allée quand je suis parti. Ah, cette voiture. Elle a été saisie. Apparemment, tu as oublié de payer quelques mensualités. Son visage est devenu blanc. Tu n'as pas le droit de faire ça. Si, je peux. Mon nom figure aussi sur le prêt, tu te souviens? Et puisque tu étais trop occupé avec ton club de lecture pour gérer les finances, je m'en suis occupé moi-même. C'est de la folie. Comment je suis censé aller au travail? J'ai haussé les épaules. Peut-être demander un lift à une de tes copines du club de lecture. Je suis sûr qu'elle serait ravie de t'aider. Le regard qu'elle m'a lancé aurait pu faire fondre l'acier, mais elle ne pouvait rien dire sans révéler où elle était réellement allée. Elle était piégée, et on le savait tous les deux. J'appelle la banque demain matin, a-t-elle finalement dit. Bonne chance avec ça. Elle a monté les escaliers en trombe et je l'ai entendue au téléphone, probablement en train d'appeler Damian. Je m'en fichais. La première phase de ma vengeance était terminée, et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au centre-ville de Millbrook et je me suis garé devant le Blue Lantern, le rad local où tous les potins de la ville finissaient par atterrir. Il était 10 heures du matin, mais il y avait déjà 3 habitués au bar, en train de boire des bières et de résoudre les problèmes du monde. J'ai commandé un café et j'ai commencé à parler à Mickey, le barman qui servait des boissons et recueillait des secrets depuis 30 ans. Mickey, tu connais tout le monde dans cette ville, non? Plus ou moins. Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais sur Damian Cross? Le visage de Mickey s'est assombri. Ce bellâtre de vigile. C'est un émerdeur, Ellie. Un mauvais numéro. Comment ça? Il se vante à qui veut l'entendre de sa conquête. Il dit qu'il a une femme mariée à ses pieds et qu'il va la plumer. Mes mains se sont crispées autour de ma tasse de café. Il a dit ça vendredi soir dernier, ici même, dans ce bar? Ouais. Il a dit que le mari était un pigeon qui ne savait pas ce qu'il attendait. Un vrai gentleman. Il a mentionné des noms? Mickey avait l'air mal à l'aise. Ellie, je n'aime pas répandre des rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs, Mickey. C'est ma vie. Il a soupiré. Il a mentionné ta femme. Il a dit que c'était facile et que tu étais trop con pour voir ce qui se passait juste sous ton nez. Le café s'est transformé en acide dans mon estomac. C'était déjà assez grave que ma femme me trompe, mais que toute la ville soit au courant, qu'il se moque de moi dans mon dos? C'était impardonnable. Merci de me l'avoir dit, Mickey. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis levé et j'ai laissé un billet de 5 sur le bar. Je vais m'assurer que tout le monde en ville sache quel genre de personnes ils sont vraiment. Le samedi soir, le Blue Lantern était toujours bondé. La moitié de la ville venait y noyer ses soucis et écouter les derniers potins. L'endroit idéal pour ce que j'avais prévu. Je suis arrivé vers 8 heures et j'ai pris place au bar. Mickey a juste hoché la tête et m'a servi mon whisky habituel, sec. L'endroit grouillait de visages que je connaissais.
Des ouvriers du chantier de la route, des infirmières de l'hôpital, des professeurs du lycée. Tous des témoins potentiels de ce qui allait se passer. Lou est arrivé 10 minutes plus tard, puis Danny, le neveu de Madame Falco, qui travaille au magasin de pièces automobiles. J'avais passé l'après-midi à faire passer le mot sur le spectacle de ce soir, et le public se rassemblait tranquillement. 8h30, pile à l'heure, Jenna et Damian sont entrés. Le bruit dans le bar ne s'est pas arrêté tout de suite, mais il est devenu beaucoup plus calme. Tout le monde regardait, savait que quelque chose se tramait. Jenna avait l'air qu'elle allait dégueuler. Elle ne venait presque jamais au Blue Lantern, et jamais avec son copain du club de lecture. Damian, lui, s'est pavané comme s'il était chez lui. Un t-shirt noir moulant qui montrait ses muscles, un jean qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en une semaine. Tout chez lui criait de « Regardez-moi ». Et ce soir, tout le monde regardait. Ils ont trouvé une table dans le coin et ont commandé des boissons. Jenna jetait des coups d'œil autour d'elle, nerveuse, mais Damian faisait le beau, un bras drapé sur le dossier de sa chaise comme s'il marquait son territoire. J'ai attendu qu'ils soient installés, puis je me suis levé et je me suis dirigé vers leur table. « Tiens, ai-je dit, assez fort pour que la moitié du bar entende. Si ce n'est pas ma femme et son copain du club de lecture. » Jenna est devenue blanche comme un linge. « Ellie, qu'est-ce que tu fais ici ? » Je prends un verre dans mon rad habituel. La question est, qu'est-ce que tu fais ici ? Je croyais que tu étais chez Sacha ce soir, à parler de livres. Damian s'est levé, tout d'un bloc, 6 pieds de faux dur à cuire. Y a-t-il un problème ici, l'ami ? Pas de problème du tout, ai-je dit, en regardant autour du bar. Je voulais juste présenter à tout le monde Damian Cross, le vigile qui baise ma femme depuis 3 mois. Le bar est devenu silencieux comme une tombe. Chaque conversation s'est arrêtée. Chaque tête s'est tournée vers nous. Jenna avait l'air de vouloir disparaître. « Tu dépasses les bornes, » a dit Damian, en s'approchant. « Vraiment ? Laisse-moi te dire ce qui dépasse les bornes, Damian. Dépasser les bornes, c'est se vanter auprès de Mickey ici de ta conquête. Dépasser les bornes, c'est me traiter de pigeon qui ne sait pas ce qui se passe dans sa propre maison. Dépasser les bornes, c'est prévoir de voler ma femme et mon argent tout en riant avec tes potes de beuverie. » Le visage de Damian vira au rouge. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Ah bon ? » J'ai sorti mon téléphone, ouvert les textos que j'avais récupérés. Je devrais t'en lire quelques-uns à voix haute ? Je suis sûr que tout le monde adorerait t'entendre parler de tes projets d'après-midi romantiques, et de ton opinion sur mon intelligence. Ellie, s'il te plaît, murmura Jenna. On peut en parler à la maison. À la maison ? Ah. J'ai ri. Tu veux dire la maison où tu reçois ton amant pendant que je suis au boulot ? La maison où Madame Falco t'épie par la fenêtre comme si c'était ta propre émission de télé-réalité ? Un murmure de rire parcourut la foule. Madame Falco était une légende à Millbrook pour son espionnage de voisinage. Damian en avait assez. Il a empoigné ma chemise, m'a attiré près de lui. Tu vas fermer ta gueule, tout de suite. Ou quoi ? Tu vas me tabasser devant 30 témoins ? Ça ferait super bien sur ton CV de vigile. Il m'a repoussé et j'ai titubé, mais je ne suis pas tombé. Lou a fait un pas en avant, mais je lui ai fait signe de reculer. C'était mon spectacle. Vas-y, Damian, ai-je dit. Montre à tout le monde quel dur tu es. Tabasse le mari de la femme que tu te tapes. Je suis sûr que ça va l'impressionner. Arrête, siffla Jenna. Vous deux, arrêtez tout. Pourquoi j'arrêterais, ai-je demandé. Tout le monde en ville est déjà au courant de ce qui se passe. Mickey, raconte-leur ce que Damian a dit sur Jenna vendredi soir dernier. Mickey avait l'air mal à l'aise, mais il a pris la parole. Il a dit que c'était du gâteau, que son mari était trop con pour comprendre ce qui se passait. De nouveaux murmures ont parcouru la foule. Jenna s'est enfouie le visage dans les mains. Et voilà le meilleur, ai-je continué, ma voix résonnant dans le bar silencieux. Ma charmante épouse est enceinte. Félicitations, Damian. Tu vas être papa. Le visage de Damian est passé de la colère à la confusion. Quoi ? Ah, elle ne t'a rien dit ? Elle comptait me coller le bébé sur le dos, me prendre tout ce que j'ai dans le divorce et partir au soleil avec toi. Sauf qu'il y a un tout petit problème avec son plan. Je me suis arrêté, regardant tous les visages avides. J'ai subi une vasectomie il y a 3 ans.
Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait entendu une mouche voler dans ce bar. Jenna a relevé la tête d'un coup sec, les yeux grands ouverts. « C'est impossible », a-t-elle murmuré. « Vraiment ? Le docteur Martinez à la clinique a tous les papiers. Tu veux que je l'appelle ?» Damian fixait Jenna comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. « Tu m'as dit que tu ne couchais plus avec lui. » « C'est faux. » « Enfin, on ne couchait pas ensemble. »« Alors à qui est ce bébé ?» demanda Damian. La bouche de Jenna s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. Elle ne pouvait pas répondre sans avouer une autre liaison. Et nous le savions tous. « Ça devient intéressant », a crié quelqu'un du fond de la salle. « Taisez-vous » hurla Jenna, finissant par craquer. « Vous tous, taisez-vous. » Elle a attrapé son sac à main et a couru vers la porte. Damian est resté là pendant une seconde, comme si son monde venait de s'écrouler, puis il l'a suivi dehors. Le bar a explosé de bruit. Tout le monde parlait en même temps, revenant sur ce qu'ils venaient de voir, devinant qui était le père du bébé de Jenna, et s'amusant comme des fous. Liu m'a tapé dans le dos. C'était génial, mec. Complètement génial. Mickey m'a resservi un whisky. Celle-là, c'est la maison qui offre. J'ai levé mon verre vers la salle. À la vérité, ai-je dit. Elle finit toujours par éclater. La foule a applaudi et j'ai bu mon whisky, me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des mois. Mais ce n'était que le début. J'avais encore une carte à jouer, et elle allait être fatale. Les papiers du divorce sont arrivés lundi matin, livrés par un huissier qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Jenna voulait tout. La maison, l'entreprise, une pension alimentaire, et une pension pour un enfant qui n'était pas le mien. Son avocat était Robert Steinberg, l'avocat spécialisé dans les divorces le plus cher du comté. Comment elle le payait restait un mystère, mais j'avais mes idées. On n'avait plus revu le SUV de Damian au centre commercial depuis samedi soir. Mon avocate était Jennifer Walsh, une avocate commise d'office coriace qui venait de se lancer en privé. Elle était jeune, ambitieuse et coûtait environ un dixième de ce que Steinberg demandait. « Ça va être intéressant », a dit Jennifer, en parcourant les exigences de Jenna. Elle veut une pension alimentaire. Mais vous dites que l'enfant n'est pas de vous. Absolument pas de moi. J'ai les dossiers médicaux pour le prouver. Alors ça devrait être facile. Nous allons exiger un test de paternité, et quand il sera négatif, tout son dossier s'effondrera. Je veux que ça se fasse en public, ai-je dit. Une audience au tribunal, pas un arrangement à l'amiable. Jennifer a haussé un sourcil. Ce n'est pas normal. La plupart des gens veulent que ce genre de choses reste discret. La plupart des gens n'ont pas été humiliés devant toute la ville. Je veux que tout le monde voie la vérité. L'audience a été fixée à vendredi matin au palais de justice du comté de Millbrook. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les divorces sont généralement privés, mais celui-ci allait être un spectacle. Jeudi soir, Jenna a appelé. C'était la première fois qu'on se parlait depuis l'histoire du Blue Lantern. Ellie, il faut qu'on parle. Parle à mon avocate. S'il te plaît. Ça dégénère. On peut peut-être s'arranger. Arranger quelque chose? Comme quand tu as arrangé de baiser Damian dans notre lit? Ou de me voler mon entreprise et ma maison? Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Quelle partie? La tromperie, les mensonges ou l'escroquerie? Un long silence s'ensuivit. Le bébé n'est pas de Damian, finit-elle par lâcher. Je sais. La question est, de qui il est? Encore un silence. Ça n'a pas d'importance. On peut encore arranger ça. Tu pourrais élever cet enfant comme le tien, et on pourrait essayer de sauver notre mariage. J'ai failli rire. Jenna, je ne te confierai même pas mes plantes, alors élever le gosse d'un autre. On se voit au tribunal demain. Vendredi matin, le temps était gris et pluvieux, ce qui collait bien à l'ambiance. Le palais de justice était bondé. La moitié de Millbrook avait dû décider de venir. Madame Falco était au premier rang, avec Mickey du Blue Lantern et un tas d'autres visages connus. Jenna est arrivée avec son avocat, l'air pâle et nerveux. Elle portait une robe bleue simple et avait les cheveux tirés en arrière, essayant de se faire passer pour la femme bafouée. Mais tout le monde dans cette salle d'audience savait à quoi s'en tenir.
La juge Patricia Henley était une femme coriace d'une soixantaine d'années qui officiait en droit de la famille depuis 20 ans. Elle avait vu toutes les sortes de bordels de divorce, et elle avait l'air de ne pas être d'humeur au jeu. Ceci est une audience concernant l'affaire de divorce entre Jenna Bishop et Elliot Bishop, annonça-t-elle. Madame Bishop demande le divorce, le partage des biens, une pension alimentaire et une pension pour enfants. Monsieur Bishop conteste ces demandes. Steinberg se leva, l'air sûr de lui dans son costume coûteux. Votre honneur, ma cliente a été abandonnée par son mari alors qu'elle était enceinte. Elle demande une pension raisonnable pour elle-même et son enfant à naître, ainsi que sa juste part des biens matrimoniaux. Monsieur Bishop, dit la juge Henley, comment répondez-vous à ces allégations? Jennifer se leva. Votre honneur, mon client affirme qu'il n'est pas le père de l'enfant. Nous avons la preuve médicale que Monsieur Bishop ne peut pas être le père. Un murmure parcourut la salle. Le visage de Jenna devint blanc comme un linge. Quel genre de preuve médicale? Demanda la juge. Monsieur Bishop a subi une vasectomie il y a 3 ans. Votre honneur, nous avons les dossiers et pouvons fournir une preuve ADN si nécessaire. Steinberg avait l'air choqué. Il se pencha pour murmurer à Jenna, qui secouait la tête comme une folle. Votre honneur, dit Steinberg, nous avons besoin d'une brève suspension d'audience pour parler à notre cliente. Refusé, dit sèchement la juge Henley. Madame Bishop, étiez-vous au courant de la vasectomie de votre mari? Jenna se leva lentement. Je croyais que les médecins avaient dit que ce n'était pas efficace à 100%. C'est efficace à 99,9%, dit Jennifer. Les chances de grossesse après une vasectomie sont inférieures à 1 sur 1000. Et vous affirmez que cet enfant est de votre mari? Demanda la juge. La bouche de Jenna s'ouvrit et se referma. La salle d'audience était silencieuse, tout le monde attendant sa réponse. Finalement, elle murmura, oui. Alors vous ne vous opposerez pas à un test de paternité? Nous. C'est là que tout s'est effondré. Jenna se mit à pleurer. Pas des larmes délicates, mais les sanglots laids et désespérés de quelqu'un dont les mensonges l'avaient finalement rattrapée. Je ne peux pas faire ça, sanglota-t-elle. Je ne peux plus mentir. Steinberg essaya de l'arrêter, mais c'était trop tard. Le barrage avait cédé. Le bébé n'est pas d'Ellie, dit-elle. Il n'est pas de Damien non plus. Il est de mon patron de la conférence à Albany. J'étais bourré, et c'est juste arrivé. Je pensais que je pourrais tout arranger, que ça marcherait. Mais tout est parti en vrille. La salle d'audience explosa. La juge Henley martela avec son maillet, essayant de calmer les choses, mais c'était trop tard. Jenna venait d'avouer avoir trompé, menti et essayé de falsifier l'identité du père du bébé devant la moitié de la ville. Madame Bishop, dit la juge, tranchante comme une lame, abandonnez-vous votre demande de pension alimentaire? Oui, murmura Jenna. Et vous admettez que tout était un mensonge? Steinberg commença à dire quelque chose, mais Jenna hocha simplement la tête. Oui. La juge Henley avait l'air dégoûtée. Monsieur Bishop, souhaitez-vous poursuivre la procédure de divorce? Oui, votre honneur. Très bien, alors. Vu qu'elle a admis avoir trompé et menti, j'accorde la demande de divorce de Monsieur Bishop. Madame Bishop ne reçoit aucune pension alimentaire, aucune part de l'entreprise et doit payer son propre avocat. L'audience est levée. Le maillet s'abattit, et le silence plana dans l'air pendant une seconde. Puis tout le monde se mit à parler en même temps. Je me levai, ayant l'impression qu'une tonne de briques m'avait été enlevée des épaules. Lou souriait comme un idiot, et Madame Falco sautillait presque sur place. Jenna pleurait toujours, mais elle était toute seule maintenant. Steinberg avait déjà remballé ses affaires et était parti sans un mot. Sacha et Kylie étaient introuvables. On dirait que la loyauté a ses limites. Alors que je me dirigeais vers la porte, Jenna attrapa mon bras. Ellie, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout. Je baissai les yeux sur elle, cette femme que j'avais aimée pendant 8 ans. Cette étrangère qui avait essayé de ruiner ma vie. Je ne le suis pas, dis-je. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. En sortant du tribunal, ce matin gris, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer pour la première fois depuis des mois. L'après-midi, toute la ville bruissait de ce qui s'était passé au palais de justice. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner félicitations, invitations à boire un verre,
tout le monde voulait connaître les moindres détails. J'étais devenu une célébrité locale du jour au lendemain. Lou et moi avons fêté ça au Blue Lantern, qui était bondé alors qu'il n'était que 3 heures de l'après-midi. Apparemment, Mickey avait raconté le déroulement de l'audience à tous ceux qui voulaient l'entendre, avec des reconstitutions théâtrales à l'appui. Hailey Bishop a annoncé Mickey dès que nous sommes entrés, l'homme qui a prouvé que la vérité finit toujours par triompher. Le bar a explosé. Quelqu'un m'a offert une bière. Puis quelqu'un d'autre m'a offert un shooter, et avant que je ne m'en rende compte, je trônais comme une sorte de héros. Alors, et maintenant, a demandé Danny, du magasin de pièces automobiles. Maintenant, je récupère ma vie, ai-je répondu. La maison est à moi, l'entreprise est à moi, et je suis libre de recommencer à zéro. Et Jenna? Et Jenna? Elle a fait ses choix, et maintenant elle doit vivre avec. Comme s'il avait été invoqué, la porte s'est ouverte et Damien est entré. Le bar est devenu silencieux, tout le monde fixant le type qui avait été publiquement humilié en même temps que mon ex-femme. Il avait une sale gueule. Ses cheveux, toujours impeccables, étaient en désordre, ses vêtements étaient froissés, et il avait ce regard vide de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'est dirigé directement vers le bar, ignorant les regards et les chuchotements. « Un whisky » a-t-il dit à Mickey. « Double, s'il vous plaît. »« T'es sûr de vouloir être ici » a demandé Mickey, d'une voix calme. « Pourquoi pas ? Ma vie est déjà foutue. Autant boire à sa santé. » J'ai ressenti une pointe de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Damien avait été manipulé tout autant que moi. D'une certaine manière, Jenna nous avait menti à tous les deux, nous avait utilisés tous les deux, et nous avait ridiculisés tous les deux. Mais je me suis souvenu de lui qui me traitait de pigeon, qui se vantait de coucher avec ma femme, qui prévoyait de prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé. La pitié s'est envolée. Semaine difficile, ai-je demandé, assez fort pour que tout le bar entende. Damien s'est tourné vers moi, les yeux rouges de colère. Tu trouves ça drôle? En fait, ouais. Je trouve ça hilarant. Elle t'a berné aussi, tu sais. T'as fait passer pour un idiot devant toute la ville. Peut-être. Mais ce n'est pas moi qui ai été viré pour avoir fricoté pendant mes heures de bureau. Ce n'est pas moi dont tout le monde se moque pour être tombé dans les mensonges d'une femme mariée. Et ce n'est certainement pas moi qui serai connu à jamais comme le mec incapable de voir que sa copine était enceinte du bébé d'un autre. Le visage de Damien est devenu rouge écarlate. Espèce d'enfoiré. Doucement, Damien, tu es déjà la risée de la ville. N'aggrave pas ton cas en commençant une bagarre que tu ne peux pas gagner. Il s'est levé, les poings serrés, mais Lou s'est interposé entre nous. Assieds-toi, a dit Lou, d'une voix calme mais ferme. Tu ne veux pas faire ça. Damien a regardé Lou, ses 250 livres de muscles, et a apparemment décidé qu'il n'était pas de taille. Il a jeté un billet de 20 sur le bar et est sorti en trombe. Le bar a éclaté de rires et d'applaudissements. C'était froid, Ellie a crié quelqu'un. Mais juste. J'ai levé ma bière en l'honneur de la justice. La fête a continué jusqu'à bien après minuit. Quand je suis enfin rentré chez moi, j'étais agréablement éméché et complètement satisfait du déroulement de la journée. La maison était différente maintenant. Elle était à moi. Entièrement et légalement à moi. Plus de mensonges. Plus de secrets. Plus besoin de marcher sur des œufs autour de quelqu'un qui prévoyait de me détruire. Je me suis versé un dernier whisky et je me suis assis dans mon fauteuil, en regardant le salon où Jenna avait reçu son amant pendant que j'étais au travail. Demain, je commencerai à redécorer, effaçant toute trace de sa trahison. Mon téléphone a vibré, annonçant un texto. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était Jenna, mais c'était Jennifer Walsh, mon avocate. Félicitations pour votre victoire d'aujourd'hui. L'avocat de Jenna a appelé. Elle veut discuter d'un accord pour ses affaires personnelles. Dites-moi ce que vous voulez faire. J'ai souri et j'ai répondu par texto, dites-lui qu'elle peut prendre tout ce qui rentre dans une valise. Le reste dans la maison. C'était mesquin, peut-être, mais après tout ce qu'elle m'avait fait subir, je me suis dit que j'avais bien mérité un peu de mesquinerie. Un autre texto est apparu, d'un numéro que je ne connaissais pas, ce n'est pas fini. Tu as gâché ma vie, Jenna, disait-il, envoyé depuis le téléphone de quelqu'un d'autre. Je l'ai supprimé sans répondre. Pour moi, c'était fini. Elle était le problème de quelqu'un d'autre maintenant. J'ai fini mon whisky et je suis monté me coucher.
Mon lit, dans ma maison, sans mensonge ni trahison qui m'attendait le matin. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi comme un bébé. Épilogue, nouveau départ, 6 mois plus tard. Millbrook était passé à d'autres scandales, à d'autres potins. Mais la légende de la bombe vasectomie? Elle persistait. J'étais devenu une sorte de héros populaire, le type qui avait eu le dessus sur sa femme infidèle et qui avait exposé ses mensonges de la manière la plus publique qui soit. Bishop S. Mover marchait du feu de Dieu. Le bouche-à-oreille concernant mon histoire avait ramené de nouveaux clients. Lou et moi avions embauché 2 personnes de plus et acheté un 3e camion. Faut croire que les gens aimaient faire affaire avec un type qui avait prouvé qu'il pouvait gérer n'importe quoi. Jenna avait quitté la ville juste après le prononcé du divorce. La dernière fois que j'avais entendu parler d'elle, elle était à Albany avec son bébé, réceptionniste dans un endroit ou un autre. Damien s'était volatilisé aussi, même si la rumeur disait qu'il était descendu en Floride, à faire de la sécurité dans une résidence pour retraités. Madame Falco continuait de surveiller le quartier, mais maintenant elle veillait sur moi. Pas elle m'espionnait. Elle avait pris sur elle de passer au crible les potentielles petites amies, même si je n'étais pas encore prêt pour ça. Le Blue Lantern avait un nouveau client régulier. Moi. Mickey avait encadré le coupure de journal sur l'audience de divorce et l'avait accroché derrière le bar, juste à côté de la photo de l'équipe de foot du lycée championne de l'État en 1987. J'étais à ce même bar un vendredi soir, à siroter une bière et à lire la section sportive, quand Jennifer Walsh est entrée. « Tu paies un verre à une fille ?» demanda-t-elle en se glissant sur le tabouret à côté de moi. « Bien sûr. »« On fait quoi ? » « Je viens de conclure le dossier le plus important de ma carrière, grâce à la publicité de ton divorce. Je me suis dit que j'allais fêter ça là où tout a commencé. » Mickey lui versa un verre de vin, et nous avons trinqué au nouveau départ. « Tu as des regrets ?» demanda-t-elle. J'ai réfléchi un instant, regardant autour du bar les visages familiers, pensant à ma maison, à mon entreprise, à mon avenir. « Un seul, dis-je. »« Lequel ? » J'aurais dû me faire cette vasectomie plus tôt. Jennifer a ri, et j'ai réalisé que pour la première fois depuis que toute cette merde avait commencé, j'étais sincèrement heureux. Pas juste satisfait, pas juste vengé, mais vraiment heureux. La vengeance, il s'avérait, était un plat qui se mangeait de préférence en public, avec plein de témoins et une bonne dose de justice poétique. Et parfois, si on avait vraiment de la chance, elle était accompagnée d'une fin heureuse. J'ai levé ma bière. À la salle, à la ville qui m'a soutenu, aux amis qui sont restés à mes côtés, et à l'avenir que je peux enfin contrôler. À la vérité, dis-je. Et au doux goût de la victoire. Le bar a éclaté en applaudissements, comme il y a 6 mois, et je savais que quoi qu'il arrive par la suite, je n'oublierai jamais la nuit où j'avais lâché la bombe de la vasectomie et récupéré ma vie. Certaines histoires se terminent avec le héros partant au coucher du soleil. Celle-ci s'est terminée avec le héros qui payait une autre tournée et préparait son prochain coup. Et honnêtement, je ne pouvais pas imaginer une meilleure fin que celle-là.